Mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission de Radio Mag en compagnie, encore une fois, de Roger Blanchette. Bonjour Roger. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Grosse semaine encore dans l'actualité. Ben oui, hein, ça lâche pas. Ça lâche pas. On va commencer avec cet automobiliste de Gatineau qui, au mois d'octobre 2009, a eu un très mauvais accident à Plaisance. Il a dérapé avec sa voiture, il a été pris dans un fossé et il a passé 43 heures dans le fossé. Oui, ça c'est assez aberrant, là, disons. Le monsieur avait un système dans sa voiture qui s'appelle OnStar, qui est un système qui, pour ceux qui ne le savent pas, qui permet de détecter quand il y a des accidents. Et donc, ce système-là s'est mis en fonction et a appelé de l'aide. Donc, les téléphonistes d'OnStar ont appelé la police, la Sûreté du Québec, pour pouvoir aider le monsieur. Sauf qu'ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont fait des recherches pendant 2 heures. Puis, à un moment donné, ils se sont dit que, bon, ben peut-être que le système n'est pas fiable, puis ils ont laissé ça tomber. Je voulais savoir, parce que ce monsieur-là, là, en question, il a eu de l'hypothermie. Il y a eu une fracture de la colonne cervicale, des côtes cassées, vertèbres fracturées. Il a passé 43 heures dans son automobile à attendre de l'aide qui n'est jamais venue. Et là, il voulait poursuivre. Et là, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné en Cour supérieure en mai 2013. Et récemment, cette semaine, la Cour d'appel a rejeté aussi sa demande. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Ben, moi je trouve ça carrément aberrant, là. Mais ce que je trouve encore plus révoltant, si on veut, moi c'est quand parce que le journal a publié des extraits des conversations entre les policiers, et je trouve ça absolument là, révoltant, il n'y a pas d'autre mot, là, que les policiers se foutent carrément des gens. Je veux bien comprendre qu'il était peut-être fatigué puis qu'il a manqué son heure de souper, là. Ouais. Mais quand même, là, tu sais, c'est leur travail, là. OK? C'est leur travail. Puis quand on lit les conversations, ils n'ont pas l'air à prendre leur travail très au sérieux. D'un autre côté, moi je connais pas ces systèmes-là, là, parce que bon, j'ai pas d'auto, faut que je connais pas ces systèmes-là. Mais il y a une responsabilité à quelque part. Soit du côté des policiers, ou soit de la compagnie d'alerte. Là. Ben, la compagnie OnStar, eux, ont plusieurs fois appelé la Sûreté du Québec, mais c'est vraiment la Sûreté du Québec qui a décidé que, bon, après 2 heures de recherche, ça valait pas la peine. Moi, je trouve pas ça acceptable. En tout cas, mais tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive. Là, je vais pas partir de débat là-dessus, mais à chaque fois que ça concerne des policiers, là, on dirait qu'ils sont jamais responsables de rien, eux autres. Puis, ils se jugent eux-mêmes. Il n'y a pas d'instance extérieure comme ça se fait dans les pays civilisés, mais comme au Québec, on n'est pas un pays civilisé, il n'y a pas d'instance extérieure pour juger du travail des policiers. Non, je trouve ça inacceptable. Peu importe le jugement, là, parce que le jugement, c'est toujours l'aspect purement légal. OK? Non, c'est absolument inacceptable. Puis, là, il semblerait qu'il veut peut-être poursuivre jusqu'en Cour suprême. Moi, j'irais jusqu'en Cour suprême. Mais c'est dommage de penser, justement, à la lumière des conversations policières, qu'il n'y a rien ni de la Cour supérieure, ni de la Cour d'appel qui trouve ça bien normal, on dirait. Ben, parce qu'ils ont une approche purement légaliste, je dirais, là, des choses. C'est pour ça qu'en allant à la Cour suprême va au-delà de l'aspect purement légal, il y a la Charte des droits, etc. Bon, puis la Cour suprême a la possibilité comment je dirais ça, de refaire les lois d'une certaine façon. Okay? Parce qu'il y a des problèmes qui se posaient pas, par exemple, puis là, qui maintenant se posent. La loi est toujours en retard sur la réalité. Et ça, c'est le rôle de la Cour suprême. On l'a vu dans plusieurs jugements récemment. La Cour suprême est capable d'aller au-delà des lois et de faire avancer les lois. Alors que les tribunaux inférieurs, comme la Cour supérieure ou la Cour d'appel, ont les mains liées par la loi. Alors que la Cour suprême peut faire avancer la loi. Il y a une limite au no-fault. Ben exactement. Oui, parce que le no-fault, franchement, c'est pas fort, là, comme jugement, ça. Là. Un autre sujet, Pierre-Carl Pellado, qui est venu faire un tour en Outaouais à Sainte-Cécile-de-Macham dimanche dernier. Oui, j'espère qu'il a aimé son voyage. Mais non. Non, mais je trouve ça intéressant, premièrement, parce que, on se le cachera pas, là, c'est rare que des chefs de parti ou les futurs chefs de parti viennent en Outaouais, mettons. On est assez, peu importe le parti, là, peu importe le parti. Donc, je trouve ça intéressant qu'il soit venu voir en Outaouais, d'autant plus que, bon, il n'est pas élu. Je vais juste mentionner aussi une chose par rapport à ça qui me dérange, j'avoue, là, indépendamment du fait qu'il soit venu à Sainte-Cécile-de-Macham. Une chose qui me dérange un petit peu dans les médias actuellement, c'est que tu écoutes tous les médias, peu importe le média, c'est clair, c'est lui qui va être élu chef. Moi, je suis pas sûr, pas en tout, là.
Pas sûr, pas en tout. OK? Et puis qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben écoute, on dirait que les médias, c'est comme s'il y avait, comment je dirais ça, ils orientaient le vote. Faut pas oublier que c'est les membres du parti qui vont voter, là. C'est les membres du parti qui vont voter. C'est pas l'ensemble de la population. C'est les gens du parti. Puis le Parti québécois, c'est pas un parti facile. C'est pas un parti... Je sais pas. C'est pas un parti facile. Contrairement au Parti libéral, le Parti québécois, c'est un parti d'idées. Le Parti libéral, c'est un parti de pouvoir. Et donc, ils vont élire le chef qui a le plus de chances de se faire élire. Le Parti québécois, ben, je ne sais pas que d'avoir un chef qui a de chance de se faire élire, ça compte pas, mais c'est un parti d'idées. Okay? Peut-être que Pierre-Carl Pellado va être élu, c'est possible, mais moi, je ne gagerai pas là-dessus. Je suis pas sûr. Ça se fait-tu que je te demande une prédiction? Ça se fait-tu? T'oserais pas à ce moment-ci? J'oserais pas. C'est parce que le problème, c'est qu'actuellement, il y a seulement 2 candidats dans la course. Là. Il y a seulement 2 candidats qui ont vraiment présenté leur programme, qui ont des idées claires, précises sur différents sujets. Pierre-Carl Pellado, là, à part d'être le président de Québécois, on ne connaît pas ses idées. Bon, il est souverainiste, c'est sûr, mais dans le Parti québécois, il y en a quelques-uns des souverainistes. Oui, j'ai entendu dire ça. C'est ça. Fait que, à part le fait qu'il est souverainiste, on ne connaît pas ses idées, soit sur l'éducation, sur l'économie, sur la santé. Donc, il y a 2 candidats qui ont fait connaître leurs idées là-dessus. Fait que je vais attendre qu'ils fassent connaître ses idées, puis à ce moment-là, on pourra voir. Puis aussi mentionné là, avec l'Outaouais, on est une région assez particulière parce qu'on est près de l'Ontario, donc il y aurait peut-être des mesures spéciales là, si éventuellement il y avait souveraineté du Québec. Oui, bien ça c'est important. Puis ça, je trouve ça important qu'il soit venu dans la région parce que comme je te dis, la seule chose qui est claire en ce qui le concerne, c'est qu'il est souverainiste, puis ça, il en démord pas, puis c'est correct. Bon, c'est correct. Mais il tient compte, il montre qu'il est capable de tenir compte que l'Outaouais a des particularités par rapport à ça. Donc, qui a pris la peine de venir en parler ici, ça, je trouve ça positif. Peu importe qu'il soit élu ou pas, là. Il y a beaucoup d'organismes, Roger, dans la région, sont tous très importants et ont beaucoup de difficultés, les organismes, dernièrement, on ne se le cachera pas. Et là, c'est l'Association des femmes immigrantes de l'Outaouais qui est en difficulté. Bien, on en a parlé dans les précédentes émissions aussi. C'est une véritable hécatombe actuellement, là. Avec la politique d'austérité du gouvernement Couillard, là, ça n'a pas de bon sens. Il fait des économies de bout de chandelle. Si tu coupes 1 million à Hydro-Québec, Hydro-Québec, il va survivre pareil. Mm-hmm. Mais quand tu coupes 60 000 $ à un organisme communautaire comme ça, il ne peut pas fonctionner. Donc, l'Association des femmes immigrantes de l'Outaouais, les gens connaissent peut-être pas, c'est pas un des organismes peut-être les plus connus, mais c'est un organisme qui joue un rôle très important. On l'a déjà dit, l'Outaouais, c'est la 2e région après Montréal, c'est la région qui reçoit le plus d'immigrants dans la région. Okay? Bon, il y a des organismes comme l'APO et d'autres organismes qui viennent en aide aux immigrants, mais la problématique des femmes immigrantes, c'est une problématique particulière et ça demande des actions particulières. Parce que quand on parle d'immigration, on parle toujours d'intégration. L'intégration, ça se fait par 2 pôles essentiellement, le travail et l'école. Donc, les enfants, généralement, ça va relativement bien parce qu'à travers l'école, ils s'intègrent. Les hommes, par le travail, souvent vont s'intégrer aussi, où il y a une vie sociale plus développée. Mais souvent, dépendamment de leur pays d'origine, souvent les femmes sont plus isolées. Ils restent à la maison. Donc, si on n'a pas de programmes spéciaux pour les aider, ces femmes-là se retrouvent doublement marginalisées, si tu veux, en tant qu'immigrantes et en tant que femmes. Donc, un organisme comme l'Association des femmes immigrantes a un rôle important à jouer. Et là, on coupe quelques dizaines de milliers de dollars. Là. Okay. On l'a vu. Mais pour eux, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. On l'a vu aussi, par exemple, ce matin, ou cette semaine, on a parlé du programme là, Chapeau les filles. Oui. C'est un programme là, qui est. Pour les métiers non traditionnels. Les métiers non traditionnels. 64 000 $. Okay. 64 000 $, on coupe ce programme-là. Puis là, on dit, ben, on coupe pas le programme, on coupe juste le volet régional. Sauf que le volet national dépend du volet régional. S'il n'y a pas de volet régional, il ne peut pas avoir de volet national. Tu sais, c'est des économies de bout de chandelle. Alors que pendant ce temps-là, il y a des milliards que le gouvernement pourrait aller chercher s'il ne ferait pas aux bonnes portes. C'est ridicule. Là. Oui, parce que ce qui se passe au gouvernement, puis ce qui se passe depuis longtemps dans plusieurs gouvernements, c'est qu'on dégraisse, mais on dégraisse toujours par le bas au lieu de par le haut. Exactement. Puis on va juste dans la colonne des dépenses. Oui. Quand tu vas atteindre l'équilibre, il y a les dépenses, il y a les revenus aussi. Okay? On touche juste aux dépenses. Et les revenus, il y en a. Tu
Tu sais, bon, on parle toujours des paradis fiscaux. C'est des milliards de dollars là, qui dorment là. Il y a des gens qui ne payent pas d'impôts. Les compagnies n'ont jamais fait autant de profit que maintenant. Et pourtant, depuis 10 ans, l'imposition des compagnies a diminué. Okay. On parlait des pharmacies aussi, les médicaments, tout ça. Il y a plein de moyens, là. Okay. Mais si on veut couper, qu'on coupe intelligemment au moins. Okay. C'est pas en faisant des économies de bout de chandelle comme on fait, en faisant mourir des organismes communautaires qui jouent un rôle absolument essentiel, puis qui font la job, dans le fond, que le gouvernement devrait faire, mais qui ne fait pas. Parce que c'est ça que les organismes communautaires font. Ils font la job que les gouvernements devraient faire, puis qu'ils ne font pas. Sauf que les organismes communautaires, ils ne sont pas payés, puis ils n'ont pas d'argent. Okay? Fait que là, on coupe ces organismes-là. C'est pas intelligent, là. C'est pas intelligent. On n'embarquera pas là-dessus, mais moi, je commencerais vraiment par faire un bel exercice de dégraissage à partir du haut vers le bas au lieu du bas vers le haut. Ça serait plus logique, mettons. Ça serait plus logique. Mais je suis pas encore premier ministre. Moi non plus. Je travaille là-dessus, mais... Parlant de coupure, il y a le salon Accès Emploi, qui lui aussi manque de financement. Et ça, c'est un salon quand même important parce que plusieurs personnes, grâce à ça, peuvent cheminer pour essayer de se trouver un emploi. Puis on dit qu'il faut favoriser l'emploi, puis que tout le monde travaille. C'est un autre exemple de stupidité, ça, de geste stupide de la part du gouvernement. Parce que d'un côté, les gouvernements nous disent, bon, il faut créer de l'emploi. Puis on nous dit aussi, on le répète souvent, qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ont de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Un salon comme celui-là, c'est ça son objectif, justement. C'est de placer ensemble employeurs et travailleurs. Ça permet aux compagnies de recruter de la main-d'œuvre et ça permet à ceux qui cherchent un emploi d'en trouver un. Ça aussi, on ne parle pas de millions, là. C'est quelques dizaines de milliers de dollars. Okay. Puis il y avait beaucoup de monde qui en profitait aussi, oui, là, 3800 visiteurs par année pour la foire d'emploi. Ça a été lancé en 2000. Exactement. Puis c'est les CLD notamment qui jouent un rôle très important là-dedans. Là, le gouvernement abolit les CLD. Tu sais, il y a un discours complètement incohérent de la part du gouvernement. D'un côté, on dit on veut créer de l'emploi, mais on élimine les petits projets qui coûtaient pas cher, mais qui donnaient des résultats extrêmement importants au niveau de l'emploi. C'est pas logique. C'est une vente de feu. C'est une vente de feu. C'est ça, c'est... En tout cas, là, je pourrais Ah oui, vas-y, Roger. Non, mais c'est parce que c'est là qu'on voit que le discours sur l'austérité, le discours de Martin Coiteux, de Couillard, de Barrette, tout ça, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. C'est purement idéologique. Leur but, là, c'est pas d'équilibrer le budget. Le but, c'est de saboter l'État québécois. Okay? Un point, c'est tout. Okay. Parce que, idéologiquement, ils font partie de ce qu'on appelle les libertariens, là, qui veulent tout simplement abolir l'État ou abolir les rôles de l'État. Okay. C'est une idéologie. Et ils nous font croire que c'est pour équilibrer le budget. Le but, c'est pas d'équilibrer le budget, c'est pas de créer de l'emploi, c'est tout simplement idéologique. C'est des libertariens, un point, c'est tout. Wow! Bon, ben écoute, Roger, sur ça, on va faire une petite pause. On est de retour dans quelques instants. Ok, je vais me calmer.
De retour à Radio Mag, toujours en compagnie du professeur Roger Blanchette, ici Martin Perrault. Roger, tu disais avant la pause que tu étais pour te calmer, mais j'ai des choses à te dire qui vont faire que tu te calmeras pas. Ben, pour que je me calme, il faudrait que j'arrête d'acheter les journaux. Imagine-toi très malade, tu t'en vas à l'hôpital, tu as besoin de soins intensifs et on te refuse l'admission, comme ça se fait chaque mois des dizaines de cas. Oui, ça, là, franchement, là, ça n'a aucun sens. Parce que quand on parle de soins intensifs, là, si tu veux, une comparaison, là, si tu veux, l'urgence, c'est le début de la ligne. Oui. Quand tu es rendu aux soins intensifs, là, c'est la fin de la ligne. C'est ça, tu peux pas, tu peux aller juste à une autre étape. Exactement. La prochaine étape, c'est la mort. Là. Okay? Oui. Bon, ben là, ça n'a pas de sens. Ça, c'est dehors dans le camion. Dehors dans le camion, c'est ça. Non, mais ça n'a pas de sens. Là. Quand on est rendu à contingenter les soins intensifs, là, il y a un problème à quelque part. Là. Il y a un problème à quelque part. Puis c'est là, encore une fois, qu'on voit que les mesures annoncées par le gouvernement, là, ça ne réglera rien. C'est pas en touchant aux structures que tu vas régler le problème des soins intensifs. Pas compliqué, là. Il y a 12 lits à l'hôpital de Gatineau et du secteur Hall, en fait. Et à Gatineau, il y en a... mon Dieu, combien il y en a? Il y en a 6 peut-être. En tout cas, il y en a pas beaucoup. Puis ils peuvent en ouvrir un 13e, mais ils n'ont pas les ressources pour le faire. Donc, les gens sont placés dans une chambre avec moins de surveillance. Et là, les médecins disent qu'il y a beaucoup plus de danger. Bien, c'est sûr, parce que quand tu es rendu dans les soins intensifs, il faut comprendre comment ça fonctionne en hôpital. Quand tu es rendu aux soins intensifs, c'est parce que vraiment, tu as besoin de soins intensifs, le mot le dit, OK? Soins intensifs, de personnel qui est compétent et présent en permanence. Là, c'est une question de ressources, là. C'est ça, il manque du monde. Il manque du monde, puis il manque du monde parce qu'il manque d'argent. OK? Tu sais, quand on nous dit, là, par exemple, que l'Outaouais est sous-financé, bien ça, c'en est un exemple, là. Ça, c'est un exemple. Puis là, on parle pas de... Les soins intensifs, c'est pas du superflu, là. OK? C'est pas du superflu, là. C'est vraiment... Ben non, c'est parce que quand les soins intensifs, c'est parce que c'est vraiment un cas là, extrême. Exactement. Alors, savais-tu qu'en 2013, il y a eu 96 refus d'admission, puis dans les 6 premiers mois de 2014, il y en avait 76. Le système de santé, il est brisé. Ben exactement. Il est brisé à tous les niveaux. Il est brisé à l'entrée, puis il est brisé à la sortie, si on veut, là. Tu sais, il faut vraiment tout refaire. Puis encore une fois, je le répète, c'est pas avec la réforme Barrette qui veut refaire les structures. Au contraire, ça va avoir même un effet inverse, là. Parce qu'il n'y aura plus d'instance régionale. Avec la réforme Barrette, ça va être centralisé justement dans les bureaux, dans le bureau du ministre. Des décisions comme ça doit se prendre au niveau local. Okay. C'est au niveau local qu'on peut dire, bon, OK, on va affecter des ressources supplémentaires, par exemple, dans ce domaine-là, parce qu'il y a un besoin. C'est pas à Québec qui peut prendre la décision de ça. Là. Fait que, non, ça n'a aucun sens. Mais là, on est rendu vraiment qu'on laisse les gens mourir, là, finalement. On n'a plus le choix, là. Ben, rendu à ce stade-là, oui, c'est ça, là. Rendu à ce stade-là, c'est ça. C'est épeurant de penser à ça. Oui, effectivement. Effectivement. C'est là qu'on voit que, en tout cas, les priorités. Les priorités sont peut-être pas à bonne place, disons. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis tu sais, on en parle beaucoup depuis le début de l'émission, puis ça fait des années qu'on parle de la santé, là. À un moment donné, y en a-tu des solutions? Il y en a pas. Tu sais, juste pour parler comme ça, là, est-ce qu'à un moment donné, ça peut revenir comme avant, puis que ça soit efficace, puis que ça fonctionne bien? Ben, il faudrait peut-être que le système de santé revienne à ce qui devrait être, puis ce qui aurait toujours dû être son objectif premier, c'est-à-dire prendre soin des gens. Oui, prendre soin des gens. Et non pas, encore une fois, jouer dans les structures, mettons, là. OK? Bon. Jouer dans les structures. Puis là, bon, il y a des solutions, on en a déjà parlé. Bon, il y a tout le mode de rémunération, il y a les médicaments. Une des principales causes de l'augmentation des coûts de la santé, c'est les médicaments. Et ça, il y en a des solutions pour régler ça. Donc, si on réglait ce problème-là, par exemple, ben, l'argent, les milliards qui sont carrément perdus à cause de l'augmentation des médicaments, ils pourraient peut-être être investis à la bonne place. Entre autres. Mais c'est ça, mais il n'y a jamais un gouvernement, puis sûrement pas le gouvernement actuel, il n'est pas parti pour ça, qui a vraiment pris la peine de s'arrêter, bon, puis de refaire le système, de repenser le système au complet. Parce que la solution est là. Mais là, tout ça encore là, c'est des solutions cosmétiques qui ont probablement
empirer la situation plus qu'elle a réglé. Puis tu sais, des fois, les gens vont nous dire que c'est alarmant le genre de discours qu'on tient là, mais c'est parce que c'est vrai, c'est brisé. Ben, c'est ça, exactement, là. Tu sais, c'est pas des faire peur au monde, là, c'est la réalité, là. Puis je le répète encore une fois, quand c'est rendu les soins intensifs, là, OK? Tu sais, quand t'es rendu aux soins intensifs, généralement, c'est pas parce que t'as une petite égratignure, mettons, là. Non, c'est sûr. Tu sais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut mettre les priorités à bonne place, OK? Puis de toute évidence, on les met pas à bonne place. Ben, bonne chance pour ceux qui ont des problèmes médicaux, parce que je vois vraiment pas la fin de ces problèmes-là. Ben, la seule solution, c'est de s'arranger pour être malade. C'est ça. On va essayer de rester en santé. On va arrêter de fumer. Ben, exactement. On va arrêter de manger des frites. Ça va être dur. Écoute, Roger, un autre sujet. Mettons que tu es un étudiant, ou je suis un de tes étudiants au cégep, et tu penses que je pourrais avoir de la drogue sur moi, puis tu es le directeur de l'établissement, et puis tu décides de me faire une fouille à nu. C'est arrivé à quelqu'un. Et oui, à 2 fois. Tu en as vu, 3. Oui. Et c'est vraiment assez extrême comme mesure, là. Tu sais, c'est les directions d'école, c'est pas des policiers, c'est pas des... Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Ben, c'est totalement inacceptable. Puis ce qui était encore inacceptable, c'est la réponse du ministre de l'Éducation, Hippolyte. Tu vas me dire qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça n'a pas d'allure, mais là, c'est encore plus vrai. Là, tant qu'on lui a parlé de ça, il dit, ah non, les fouilles à nu, c'est correct en autant que c'est respectueux. Je voudrais bien qu'on m'explique comment une fouille à nu peut être respectueuse. OK, premièrement. Même les petits gants de plastique. Ben ouais, c'est ça. Ben, puis en part de ça, de quel droit un directeur, une directrice d'école, n'importe qui dans l'école, peut décider de faire ça? Okay? Là, on va me dire qu'il y a un jugement de la Cour suprême. Oui, il y a un jugement de la Cour suprême qui a été rendu il y a une vingtaine d'années, mais on sait que les jugements de la Cour suprême, ça peut être changé. Là. Mais en tout cas, il a été rendu il y a une vingtaine d'années, mais le jugement est très clair. Une direction d'école est autorisée à faire ça uniquement si la sécurité des étudiants est menacée. Depuis quand la possession d'un joint dans tes poches, ça menace la sécurité de l'école? Okay? Exact. Parce que là, c'est très clair. C'était uniquement parce qu'on la soupçonnait d'avoir peut-être de la drogue sur elle. Ben, je regrette, mais c'est pas une cause de sécurité, ça, là. C'est pas une cause de sécurité. Puis si vraiment on jugeait que c'était nécessaire, ben, il y a un organisme qui s'appelle la police. C'est ça. Ils sont spécialisés. Ils sont spécialisés et qui ont le droit de faire ça, eux autres. OK? Mais pas un directeur d'école. Puis ils ont les méthodes Puis ils ont les méthodes, exactement. Mais c'est vraiment entrer dans la bulle de quelqu'un, ça doit être assez humiliant. Comme l'étudiante disait, puis je suis tout à fait d'accord avec elle, l'étudiante disait, j'avais l'impression de me faire violer. Puis c'est vrai. C'est vrai, là. Tu sais, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Il y a quelqu'un qui faisait la remarque que les séries à télévision de Unité 9, oui, où on voit ça, justement, il y en fait dans les prisons, puis là, les gens regardent ça à la télé, puis ils trouvent ça inacceptable. Là, c'est dans une prison. Okay? Là, c'est dans une école. C'est dans une école. Okay? C'est dans une école. Ah non, c'est totalement inacceptable. Moi, je te dis que si un directeur d'école avait fait ça à un de mes enfants, okay, t'aurais vu Roger retentir à l'école. Oui, il aurait eu besoin de prendre un long congé maladie, mettons. Okay. Mais c'est la première fois de ma vie que j'entends ça, une histoire comme ça, dans une école. Ben moi aussi, c'est la première fois que j'en entends parler. J'espère que c'est la première fois que ça se passe, là. Mais j'espère que ça va être la dernière fois que ça se passe. Parce que c'est absolument inacceptable. Peu importe les motifs. Parce que je le répète, on parle pas de sécurité, là. On parle que peut-être elle avait de la drogue sur elle. Ça justifie absolument pas ça. Absolument pas. Et c'est inacceptable. J'espère que le ministre va se tenir debout un peu plus qu'il fait là, disons. Roger, on va changer de sujet, on va aller dans quelque chose de plus léger avant que tu te mettes à hurler. Est-ce que je sais que tu fumes? Et oui. Ben moi aussi. Mais c'est mon seul défaut. Ben oui, je sais. T'as-tu déjà vapoté? Non, mais j'ai beaucoup d'amis qui vapotent. Bon, puis ils m'ont fait essayer ça, là, j'ai essayé ça. Il y a une réunion cette semaine, le conseil municipal de la ville de Gatineau. On veut réglementer ça. On voudrait que les citoyens ne fument pas dans les bureaux de la ville, dans les installations de la ville, ni les employés, ni les citoyens. Je voulais savoir ce que tu pensais du vapotage. Honnêtement, là. C'est important, là. Ah oui, c'est le sort de l'humanité en dépend. Non, sérieusement, moi, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça dans le journal, dans le sens que il n'y a pas de sujet plus important que ça au conseil de ville, là.
Me semble. Ben. Me semble. Tu sais, je peux comprendre. Bon, de toute façon, il y a tout un débat là-dessus, là, parce que, bon, on sait pas trop, il y a une espèce moi, je dirais ça, de vide à la fois scientifique et juridique là, par rapport à ça. Là. Bon, personnellement, moi, écoute, je suis l'avis de plusieurs médecins, même si je ne suis pas un spécialiste, là, qui disent que finalement, entre vapoter et fumer la cigarette, le vapotage est pas mal moins nocif. Moi, mon médecin m'avait dit, parce que je voulais arrêter de fumer à un moment donné, qu'elle aimait beaucoup mieux me voir fumer le vapotage, là, les cigarettes électroniques. C'est ce que la plupart des médecins disent. Okay. Maintenant, là, savoir si ça doit être autorisé dans les bureaux, puis ça, je peux comprendre, mais encore une fois, il n'y a pas de sujet plus important que ça au conseil de ville. Là. Pourquoi perdre du temps pour discuter de ça? C'est un vrai show de boucan. C'est quoi le dire? C'est quoi le dire? Écoute, Roger, en terminant, je vais inviter les gens, si vous avez des commentaires, si vous voulez poser des questions à Roger, poser des questions à moi, il y a notre adresse courriel mpproduction avec un S à la fin, MP qui veut pas dire maudit professeur, comme tu nous avais déjà expliqué, à commercial, vidéotron.ca. On aimerait beaucoup ça avoir de vos nouvelles. On fait cette émission-là pour vous. On aimerait ça entendre ce que vous avez à dire. Et aussi de vous rappeler qu'on est là, il y a une nouvelle émission tous les vendredis soirs, 18h30 sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. Et la même soirée, c'est placé sur le site web au www.tvc.qc.ca. Donc, continuez de nous regarder, de nous écouter, on aime beaucoup ça. Et Roger, je te souhaite une très belle fin de semaine, calme et paisible. Je vais essayer de relaxer. Je te le souhaite. Je vais devenir zen. Fume un bon petit vapotage. C'est ça, exactement. Bonne soirée.